Bonjour à tous. Donc on va faire notre présentation donc à trois, donc avec Angélique Turjol du Centre de référence de Paris et Aurélie Tollet du Centre de référence de Nantes et moi-même du Centre de référence de Lyon. Donc on va vous parler des bases de données et vous montrer que c'est un outil essentiel pour progresser. Donc notre présentation se fera en trois parties. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une base de données ? Ensuite, de la création à la saisie et ensuite le lien entre les bases de données et la recherche clinique. Donc, qu'est-ce qu'une base de données ? Donc, une base de données permet de collecter, de sauvegarder, de récupérer et d'utiliser des informations ayant des caractéristiques communes. Ça correspond à un ensemble volumineux d'informations qui est structuré et organisé. Ça permet de recueillir des données qui sont précises et précieuses. Et ce sont toutes des informations qui vont être enregistrées et stockées sur un support qui est permanent et sécurisé. L'objectif d'une base de données, c'est de recueillir des informations dans un but spécifique, que ce soit dans le cadre d'un suivi médical ou pour la recherche. Donc, toutes ces informations sont stockées pour faciliter ensuite leur exploitation. Et ça permet en fait aux différentes équipes qui assurent le suivi du patient, et également aux scientifiques, d'avoir accès à ces données. Et au final, c'est quand même pour pouvoir mieux décrire et mieux comprendre l'histoire naturelle de toutes ces pathologies. Donc, il existe différents types de bases de données. Donc, ça peut aller de la simple base sous forme du logiciel Excel, mais qui a quand même des inconvénients avec les décalages de lignes, les risques de mélange de données. Il existe des bases qui sont un peu plus complètes sous forme de logiciel Access, où on peut faire créer des formulaires pour chaque patient pour intégrer toutes les données, avec ensuite des exports de toutes ces données sous tableur pour pouvoir exploiter ces données. Nous, dans le cadre de la filière, on s'oriente vers une base qui est plus évoluée, donc une base sous Integralis, donc une base qui est plus complète et qui a notamment l'avantage de pouvoir faire le lien entre les différents membres des familles, notamment grâce aux arbres, et qui permet également de stocker un grand nombre d'images, soit les comptes rendus des divers examens. Donc, il y a une législation quand même qui est soumise à ces bases de données. Donc, on a notamment une obligation de sécurité, de confidentialité des données qui sont définies dans le cadre de la loi informatique et liberté et le code de la santé publique. Il est également nécessaire d'obtenir l'autorisation du patient pour recueillir ces données cliniques et en faire un traitement informatisé. Donc ça passe par la signature d'un consentement éclairé. Ces bases doivent être également déclarées auprès de la CNIL, donc c'est la Commission nationale informatique et liberté. Et il faut savoir que chaque patient a un droit d'accès et de rectification. Également, il peut s'opposer à la transmission de ces données. Je passe ensuite, dans quelques secondes, la parole à ma collègue pour la partie sur la création à la saisie. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler vraiment en quelques mots de la création d'une base de données à la saisie des données dans cette base. Sachant que ma présentation, ce sera plutôt versant création. Donc, quand on construit une base de données, il est vraiment nécessaire de très bien réfléchir à l'avance aux données que l'on souhaite recueillir. D'une part, parce qu'on va pouvoir recueillir une grande quantité de données. Il faut se poser la question de si ces données vont être utiles. Est-ce qu'elles sont pertinentes à recueillir ? Parce que si on se retrouve avec... on choisit, par exemple, des données, un item. Là, vous avez un exemple en dessous, en fait. Par exemple, l'item dyspnée, souffle ou asthénie. Si vous avez cet item qui est renseigné pour un patient sur 20, ça ne vaut pas forcément le coup de le mettre dans votre base de données parce que ça ne sera pas exploitable. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à l'avance à l'utilité et à la pertinence des données que vous souhaitez recueillir. Tout ça, bien sûr, a un coût, c'est-à-dire plus vous allez mettre d'items dans une base de données, plus elle va vous coûter cher, d'où l'intérêt de bien réfléchir à l'avance. Il faut également, bien sûr, éviter les redondances, de mettre le même item qui va se retrouver sur plusieurs pages.
parce que ça va alourdir votre base et générer des coûts supplémentaires. Il faut également bien réfléchir à l'avance à la façon dont vous voulez structurer votre base de données. Est-ce qu'il est intéressant de mettre certaines données à côté d'autres données ? Ça a un but pour les personnes aussi qui vont devoir saisir les données dans cette base, d'avoir une sorte de fluidité dans la saisie et de limiter aussi éventuellement les erreurs de saisie si la base est bien structurée, bien logique. Il est aussi très important de réfléchir à l'avance aux droits d'accès qu'on va donner à ces bases de données. Pourquoi ? Parce que ce sont des données de santé, des données qui vous concernent, qui sont sensibles, qui sont confidentielles, et que par l'avantage que procurent les bases de données de pouvoir être utilisées par différentes personnes sur différentes machines, que ce soit donc des personnes qui vont se connecter une par une ou alors qui ont la possibilité de se connecter tout en même temps pour avoir accès à cette base. Donc de par ça, de cette part-là, il faut vraiment que la gestion de l'accès à la base de données soit réglementée. Il y a deux possibilités. Vous pouvez soit accéder à cette base de données en mode lecture seul, c'est-à-dire que vous avez juste accès aux données rentrées. Vous n'avez pas la possibilité ni de saisir ni de les modifier. C'est juste une lecture, une visualisation des données dans la base. Soit vous avez la possibilité, au contraire, de saisir et de modifier les données qui sont rentrées dans cette base. Donc pour toutes ces raisons, pour les problèmes de confidentialité, les bases sont stockées sur des serveurs qui sont sécurisés et qui sont agréés hébergeurs de données de santé. Donc là, par exemple, je vous ai mis juste un petit exemple d'une connexion à une base de données. Donc vous devez rentrer un nom d'utilisateur qui est plus ou moins barbare. Hein. Ça peut être quelque chose d'assez simple comme quelque chose avec plein de chiffres et plein de lettres. Et un mot de passe que vous choisissez. Après, vous avez accès à la base de données. Donc en pratique, en recherche clinique, comment ça se passe ? Alors nous, dans notre jargon, on a ce qu'on appelle un CRF, c'est Case Report Form. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un espèce de cahier, un répertoire qui va contenir toutes les données qui sont utiles à recueillir et qui sont pertinentes pour la recherche que vous voulez mener. Donc il est très important de bien réfléchir à cette espèce de cahier, ce CRF, parce qu'il va pouvoir vous servir de modèle d'architecture à votre base de données. Donc plus il va être bien structuré, plus vous avez de chances que votre base soit bien faite. Ce CRF, il peut être papier, donc là vous avez un exemple juste en dessous. Alors là, vous prenez le stylo bille et vous remplissez la date de découverte de l'insuffisance cardiaque, vous cochez les cases correspondantes pour les circonstances de la découverte. Et sinon, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il peut être électronique. Et là, vous allez vous y connecter, comme je vous ai montré précédemment, par Internet, en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc, alors l'intérêt de passer à un CRF électronique, c'est qu'en fait, votre CRF électronique, quand vous le construisez, ça revient à construire une base de données, en fait. C'est vraiment votre base de données. Donc, c'est un gain de temps. Alors, on n'a pas toujours la possibilité de faire un CRF électronique, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des gens qui peuvent le construire. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on passe à un CRF papier. Et ensuite, on doit, quand on en a les moyens, quand on a la possibilité, qu'on trouve des gens qui puissent le faire, on construit la base de données par la suite. Donc si on arrive à faire le CRF électronique dès le début, c'est un gain de temps, on saisit qu'une seule fois les données dedans, on ne passe pas par le papier pour ensuite construire la base et saisir électroniquement. Alors bien sûr, quand on fait une base de données, ce n'est pas le tout de récolter plein de données. Il faut absolument que ces données soient de qualité pour que la base soit exploitable. Ça n'a aucun intérêt de récolter des données si les données ne sont pas de qualité, si elles ne sont pas sûres. Donc pour ça, je vous parlerai essentiellement du CRF électronique. On dispose de différents moyens. Je vous en parle vraiment que de certains, puis je ne suis pas une professionnelle de ça. Par exemple, vous avez la possibilité de mettre des réponses aux données que vous allez rentrer qui sont prédéterminées. Donc là, par exemple, vous avez dans le mode de survenue des syncopes, vous avez des réponses qui sont prédéterminées. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez mettre effort, repos, sommeil, après effort, nuit, émotion, et NP, c'est pour non préciser. C'est toujours bien de mettre une case qui ressemble à ça, comme donnée manquante ou quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la donnée dans le dossier. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas rempli la case, c'est parce qu'on n'avait pas la donnée. Ce n'est pas parce qu'on a oublié de remplir la case, c'est parce qu'on n'avait pas la donnée. Et sinon, vous avez la possibilité aussi d'avoir des champs libres. Comme par exemple la date de début, là c'est de la fibrillation auriculaire, où là, vous remplissez juste la date.
Donc quand vous avez des champs libres, vous avez la possibilité de mettre en place des paramétrages à vos données. Donc là, très simplement, par exemple, un numéro de centre. Donc ce qu'on appelle le centre, en fait, c'est le site, si vous participez à une recherche clinique dans lequel vous allez participer à la recherche, vous allez être inclus, vous allez signer le consentement. Et là, par exemple, les 3 dièses, ça veut dire que c'est forcément 3 chiffres. C'est-à-dire que si vous rentrez 4 chiffres dans votre base de données, ça ne va pas marcher. C'est forcément 3. L'initiale du nom, pareil, on a mis un A entre guillemets, ça veut dire que c'est forcément une lettre. Et en plus de ça, donc de ce premier paramétrage qui vous oblige un peu à remplir la base d'une certaine façon, vous pouvez aussi ajouter des contrôles à chacune de ces valeurs. Donc vous pouvez mettre des ranges en fait, de valeurs en disant, voilà, moi je veux que ma valeur, par exemple pour mon numéro de centre, s'il y a 12 centres qui participent à une recherche, et bien dans ce champ-là, vous allez mettre que le range il est entre 1 et 12. Si vous saisissez 13, ça ne marchera pas. Donc tout ça, ça donne une qualité à la base. Il y a aussi un autre moyen aussi de vérifier la qualité de la base de données qu'on a, c'est de faire des extractions. Alors une extraction d'une base de données, là vous avez, j'ai volontairement mis des erreurs, hein. Vous avez une extraction d'une base de données qui est utilisée au niveau de la filière et qui sort donc sous forme de tableau Excel. Donc en fait une extraction, qu'est-ce que c'est? C'est vous interrogez votre base de données, vous lui dites voilà, je veux savoir combien il y a de patients qui ont telle maladie, et il va vous sortir tous les patients comme ça sous forme de tableau Excel. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a des erreurs. Il y a pour le patient 294, vous avez une case qui manque. Donc quand vous faites l'extraction, ça vous permet très facilement de voir pour quel patient vous avez oublié de rentrer des données. Vous avez aussi, par exemple, une date, j'ai mis 17 janvier 2020, c'est pas possible. On n'est pas encore en 2020. Ou une fréquence cardiaque FC, là, qui est sur l'ECG, l'électrocardiogramme, à 760, c'est pas possible non plus. Donc comment sont saisies les données dans les bases de données? Alors ça peut être des attachés de recherche clinique qui font ça. Donc vous en avez peut-être rencontré dans des services, si jamais vous avez déjà participé à des recherches. Ils sont chargés de la gestion d'un essai clinique, donc ils accompagnent les patients, ils vérifient les prélèvements, ils font vraiment tout pour que tout se passe bien dans un essai. Ils vont aussi expliquer comment ça va se passer, surtout pour le patient dans l'essai. Vous avez aussi des techniciens d'études cliniques qui sont plus spécialisés dans la saisie de données dans des bases de données. Donc vraiment, une petite phrase de conclusion, c'est juste pour vous dire voilà, qu'une base de données qui est bien réfléchie, qui est bien conçue, c'est-à-dire que ce soit au niveau de son architecture ou au niveau des contrôles que l'on va mettre dans la saisie des données, donc plus cette base de données elle est bien réfléchie et plus la qualité des données rentrées, elle va être élevée. Et c'est ça qui va vous garantir en recherche clinique que vous puissiez tirer de ces bases de données des conclusions véridiques. Donc c'est très 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 important. Voilà. Je vous remercie. Donc je passe la parole à Aurélie Tollet qui va vous parler de bases de données et recherche clinique. Alors moi je vais vous présenter comment on peut utiliser ces bases de données, puis pour quel type de recherche. Alors évidemment, à la base de la recherche, il y a les patients, à qui on va demander des consentements pour participer aux recherches et pouvoir récupérer leurs données médicales. Donc les données médicales, on va les récupérer à divers instants, au moment du diagnostic, ou également lors de votre suivi, donc soit quand vous venez en consultation, soit par des appels téléphoniques. Toutes ces données vont être entrées dans nos bases de données et vont servir pour différents projets de recherche. Alors pour quel type de recherche on peut utiliser ces données? Donc on a diverses questions, ça peut être quel état de santé de la population, c'est-à-dire on va décrire une pathologie. Donc là ce sont des études purement descriptives. On a des études où on va se demander quels sont les déterminants de la santé, c'est-à-dire par exemple, est-ce que pour cette pathologie on a une différence entre les hommes et les femmes? Est-ce que ce marqueur sur un ECG, ça peut être un marqueur de risque, etc. Donc là l'idée c'est de comprendre quelque chose, et donc ce sont des études analytiques. Et puis on a un troisième type d'études qui sont, est-ce que ces interventions sont efficaces? Ça peut être un médicament, un dispositif médical. Donc là, on cherche à évaluer quelque chose et ce sont des études interventionnelles. Alors pour les deux premiers types d'études, ce sont des études dites observationnelles, c'est-à-dire qu'on ne va utiliser que les données des patients, éventuellement un échantillon biologique. Il n'y a pas d'examen en plus, c'est vraiment du soin courant. Alors, pour faire ces études, on a besoin d'un grand nombre de patients et on a surtout besoin d'avoir les mêmes données pour tous les patients. Donc on vous en a déjà parlé, mais actuellement il y a des bases de données dans chaque centre et
par la filière Cardiogène, on va créer une base de données commune pour répondre à ces objectifs. Évidemment, l'accès des données sera réglementé, et dans le cadre de la recherche, toutes les données seront sous format codé. Il n'y aura aucune donnée nominative. Alors maintenant, je vais essayer de vous présenter, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les bases de données, différentes études. Je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats des études, je vais plutôt vous présenter les objectifs pour que vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire avec les bases de données. Alors la première étude, c'est une étude donc collaborative. Vous voyez en rouge les médecins qui appartiennent au centre de référence et en vert les centres de compétences. C'est une étude qui a été publiée en 2016, qui a été collaborative entre 16 centres européens et qui était une cohorte de 106 patients atteints du syndrome de Brugada âgés de moins de 19 ans, qui était la plus grande série décrite actuellement. Et le but de cette étude, c'était d'identifier des marqueurs de risque chez les enfants Brugada et voir s'ils étaient différents entre les enfants et les adultes. On a une deuxième étude qui, là, donc il y a encore une étude collaborative entre les centres de référence et les centres de compétences de la filière, publiée en 2004, qui, là, va associer des données cliniques avec des échantillons biologiques. Alors, donc elle a été faite dans 11 centres français et suisses. L'idée de cette étude, c'était d'étudier des patients atteints de dysplasie arythmogène du ventricule droit qui n'avaient pas de mutation dans les gènes principaux de cette pathologie. Donc on avait une cohorte de 64 patients et on voulait étudier la prévalence, c'est-à-dire la fréquence des mutations dans un gène spécifique, qui était le gène RIR2, et voir si le tableau clinique était différent lorsque les patients avaient cette mutation, comparé à des patients qui avaient les mutations des gènes principaux dans la dysplasie arythmogène du ventricule droit. La troisième étude que je voulais vous présenter, c'est une étude qui est en cours de réalisation dans 19 centres français, c'est l'étude PREDICT, qui étudie les tests génétiques prédictifs. Donc il y a deux objectifs à cette étude. Le premier, c'est d'évaluer l'impact psychosocial de la révélation du statut génétique. Et le deuxième objectif, c'est de recenser les différentes modalités d'organisation des consultations pour les tests prédictifs dans les différents centres investigateurs et d'évaluer ensuite l'impact psychologique en fonction des différentes prises en charge. Alors, après, je vous avais dit qu'il y avait un deuxième type d'études après les études observationnelles, c'est les études interventionnelles. Pardon. Alors, pour ce type d'études, l'utilisation de la base de données, elle va être un peu différente. Là, ce sont des études où on va tester un médicament, un dispositif médical. On a besoin du coup de données beaucoup plus précises qu'on n'aura pas recueillies pour tous les patients. Donc là, le but de notre base de données, ça va être d'essayer de recruter le patient, de voir parmi tous les patients inclus dans notre base de données s'il y a des patients qui correspondent en fonction des critères d'inclusion et d'exclusion de l'étude, de pouvoir les repérer et ensuite de pouvoir revenir vers les patients pour leur proposer ces études s'ils sont d'accord pour participer. Alors en conclusion, les bases de données donc, vont permettre le sauvegarde de grands volumes de données. Elles ont un accès facile et surtout un accès sécurisé. Et le plus important, c'est le contrôle de la qualité des données qui sont dans ces bases pour être sûr qu'elles soient de qualité et pouvoir faire des protocoles de recherche à partir de ces bases de données. Je vous remercie pour votre attention.